Dans cette vidéo, on présente DevSecOps avec les éléments qu'il faut intégrer dans le pipeline pour pouvoir sécuriser ces déploiements. Alors, qu'est-ce que DevSecOps? DevSecOps est une approche qui intègre la sécurité dès le début du processus de développement logiciel dev et tout au long du cycle de livraison continue Ops. Pour les opérateurs, le mot vient de dev, développement, sec, sécurité, ops, exploitation et opération. Alors l'objectif c'est quoi? C'est faire de la sécurité une responsabilité partagée entre les développeurs, les équipes de sécurité et les ops, automatisée via le pipeline CI/CD. Pourquoi DevSecOps est important? Il réduit les failles de sécurité en amont. Il détecte automatiquement des vulnérabilités, les CVE, Common Vulnerabilities Exposure, les mauvaises pratiques et les failles dynamiques. Il permet un déploiement rapide et sécurisé et il respecte la réglementation ISO, RGPD, etc. Les outils courants DevSecOps, c'est ce que on intègre dans nos pipelines. Il y a les analyses de dépendance, donc tout ce qui est librairie que l'on peut récupérer avec des outils comme Maven ou NPM ou d'autres. Et donc il y a un outil pour ça qui permet de les analyser, l'OWASP Dependency Check ou Trivy également. Les analyses statiques, SAST, alors les analyses statiques, ça veut dire que le code n'est pas en exécution. On peut faire des analyses soit avec Spot Bugs, que l'on intègre directement dans le pipeline, comme on va le voir, ou avec SonarQBE, qu'on a déjà vu, qui est un serveur qui permet de faire ce type d'analyse. On peut faire des analyses dynamiques, DAST, avec des outils comme OWASP-ZAP. DAST, quand les analyses sont dynamiques, ça veut dire que le code est en exécution. On peut faire des tests de conteneurs pour voir si les images sont indemnes de toute vulnérabilité, de toute faille, avec des produits comme Trivy ou comme Grip. Et on peut faire des tests de performance avec des outils comme JMeter. Tous ces outils-là peuvent être intégrés au pipeline. Moi, j'en ai intégré un certain nombre que j'ai mis en ligne et je vais expliquer cela. Mais il est important d'avoir une vue générale de comment tout cela fonctionne parce qu'on arrive à une soutenance et il faut être capable d'expliquer les choses comme je les explique, pas uniquement à travers le code. Les pipelines que je vais expliquer se trouvent sur le site de formation à distance. Quand vous allez sur Accueil, vous allez sur DevOps 2024-2025 et quand vous descendez plus bas ici, quand vous allez sur alors il faut aller sur voilà, donc vous avez ici pour les gens qui ont travaillé avec GitLab CI/CD. Vous avez ici un pipeline DevSecOps. On peut ouvrir d'ailleurs. Quand vous l'ouvrez, vous allez retrouver le pipeline dans lequel a été intégrée la sécurité. Donc que vous ayez travaillé sur Parcoto, que vous ayez travaillé sur un projet avec Angular ou Spring, que vous ayez travaillé avec un projet avec un autre langage, vous pouvez intégrer ces aspects sécurité à l'intérieur. Alors j'explique ici un petit peu les différents aspects qui permettent d'aider à faire son mémoire. Et ici, plus bas, en rouge, j'ai
souligner les parties liées à la sécurité que on intègre dans le pipeline. Mais avant de les voir en exécution, on va aller d'abord faire une explication conceptuelle de comment ces choses-là fonctionnent, parce que c'est plutôt ça qu'il faut savoir expliquer. Et j'ai fait exactement la même chose, vous avez la même chose pour GitHub, les gens qui ont fait du GitHub, voilà, vous avez DevSecOps ici avec les mêmes parties. Alors pour bien expliquer comment ces choses-là fonctionnent, je vous ai fait un petit schéma ici, hop, que vous pouvez avoir sur le site, dans lequel j'explique de manière générale comment les choses fonctionnent. Ici, vous avez un schéma général. Voici le pipeline que on a vu tout à l'heure. Alors, dans ce pipeline, j'ai défini tous les stages qui vont être exécutés par notre pipeline. Donc, généralement, alors je vous rappelle comment les choses se passent. On a ici une équipe DevOps, on a le développeur qui va pousser ses codes sur un SCM qui peut être GitLab, qui peut être GitHub, qui peut être Jenkins. Ici, j'ai mis une clé secrète dont je vais parler après. C'est nécessaire pour l'exécution des tests de sécurité statique. On va en parler dans quelques instants. Ensuite, qu'est-ce qui se passe quand vous poussez votre code? Eh bien, il va y avoir un serveur de build qui peut être soit GitLab CI, soit GitHub Action, sachant bien sûr que GitLab CI et GitHub Action, c'est des composants qui sont intégrés à GitLab ou GitHub, ou qui peut être Jenkins lui-même, qui vont exécuter un pipeline que nous, on aura défini soit dans Jenkins, soit dans GitHub Action, soit dans GitLab CI. Ce pipeline va être exécuté par un runner. Ce runner peut être, dans le cas de Jenkins, intégré à Jenkins lui-même. Dans le cas de GitHub Action, on est obligé de créer un runner soit localement, soit sur une instance cloud. Dans le cas de GitLab CI, on est obligé de créer un runner soit localement, soit sur le cloud. Ensuite, on a un environnement de test sous Kubernetes, peut être soit du Minikube, soit un environnement de test qu'on a créé sur le cloud, pourquoi pas. Et le runner va exécuter et à la fin, il va déployer ses codes dans l'environnement. Alors, je n'ai pas rajouté le registry dans cette explication, puisque ça, vous le savez déjà. Et puis, au final, on va avoir un environnement de production. Alors, comment ça se passe pour l'environnement de production? Eh bien, quand on a deux manières de déployer dans un environnement de production, soit on voit que l'environnement de test, c'est OK, tout fonctionne bien. On peut faire un basculement manuel. Ça veut dire que ce serveur de test devient le serveur de production et tout ce qui est environnement de production devient environnement de test. Alors ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que si dans le nouvel environnement de production ça ne marche pas, on peut basculer sur l'ancienne version, c'est-à-dire on peut faire le basculement dans l'autre sens et faire que l'environnement de test redevient l'environnement de production et vice-versa. Ça, c'est ce qu'on appelle un déploiement manuel. Il faut donc un opérateur qui s'en occupe. Mais on peut également automatiser le déploiement. C'est-à-dire que quand on constate que dans l'environnement de test tout se passe bien, on peut avoir le serveur de build qui s'occupe de déployer dans l'environnement de production. Voilà pour présenter un peu
le schéma général. Maintenant, on va rentrer dans l'explication, surtout des aspects liés à la sécurité. Comment ça se passe dans notre pipeline? Dans notre pipeline, on a un step qui est le checkout et la compilation, dans lequel, dès qu'on pousse le code, eh bien, le serveur de build récupère le code et lance la compilation. Donc GitHub Action ou GitLab CI ou Jenkins déclenche le workflow automatiquement. Ici, partout, j'ai mis GitHub Action. Le code est compilé avec Maven, MVN install ou MVN compile. Ensuite, dans une deuxième partie, il va y avoir les tests unitaires. On va exécuter les tests avec MVN verify pour s'assurer que le code est correct ou MVN test. Ensuite, c'est là où ça se passe. Donc, il va y avoir une analyse SCA, Software Composition Analysis. On utilise OWASP Dependency Check pour analyser les dépendances Maven. Mais pour faire ça, il faut impérativement que l'outil qui va être lancé ici puisse avoir une idée déjà des failles de sécurité qu'il peut trouver. Pour ça, il faut que cet outil se référence à une base de données gouvernementale, la NVD. La NVD, National Vulnerability Database, est une base de données publique officielle gérée par le gouvernement des États-Unis, NIST, qui recense toutes les failles de sécurité connues affectant les logiciels, les bibliothèques, les systèmes, etc. En résumé, la CVE signifie Common Vulnerabilities and Exposure. Chaque faille reçoit un identifiant unique. Donc, exemple CVE 2023 12345. Et la NVD enrichit ces CVE, c'est-à-dire toutes les failles qui ont été détectées par l'ensemble des responsables système et sécurité des entreprises. La NVD enrichit ces CVE avec des scores de gravité, CVSS, des détails techniques et des recommandations. Et donc, cette CVE, il faut absolument que notre logiciel s'y référence. Alors, comment OWASP fait ça? Eh bien, il faut aller créer une clé d'API sur la NVD, c'est-à-dire qu'il faut aller sur Internet, il faut faire Google, et vous tapez NVD API. Key. Request an API key NVD. On clique sur Request API key NVD. Et là, on commence à remplir des informations. Par exemple, Mousse Younsi, ici. L'adresse email, on va faire mousseyounsi@wanadoo.fr. L'organisation, personal use, par exemple. Ici, il y a des terms of use. I agree the term of use. Submit. Et je fais un submit. Voilà. Alors, il me dit, after a few minutes, please check your email for a link to activate and view your NVD API key. If your key is not activated, within 7 days, a request for a new API key must be submitted. Bon. C'est facile de comprendre. Et donc, je vais aller sur ma boîte email pour voir si j'ai reçu quelque chose. Voilà, no reply, request an NVD API key. Et là, il me met un lien sur lequel je dois cliquer. Voilà, et là, il me fournit une clé d'API. Ici, elle est là. Qu'est-ce que je fais avec cette clé d'API? Eh bien, on va voir dans quelques instants. Il va falloir que je la définisse, comme on le voit sur le schéma qui est ici. Il va falloir que je la définisse comme secret clé API, soit dans GitLab, soit dans GitHub, soit dans Jenkins. Alors dans GitHub Action, pour intégrer cette clé d'API, il suffit d'aller sur votre projet, quel qu'il soit,
vous allez sur Setting, ici, vous allez vous descendez et vous allez sur Secret and Variables, vous allez sur Action, et là, dans Action, on a Repository Secret, on clique sur New Repository Secret, et là, on écrit notre clé secrète à nvd underscore API underscore key, et on colle la clé. On fait add secret. Voilà. Et donc, une fois qu'on aura fait ça, donc ce qui va se passer, c'est que quand on va lancer notre pipeline, eh bien, on va intégrer dans cette étape, on va intégrer cette clé d'API. Et donc, on va avoir ici une analyse statique qui va se faire sur les dépendances. Ici, même chose, on va avoir une analyse statique, donc test de sécurité statique, qui va se réaliser sur notre code. Donc, on va pouvoir utiliser un outil qui s'appelle Spotbugs et un outil qui s'appelle Fan Security Bugs, qui analyse le code source à la recherche de patterns dangereux. Ils vont générer un rapport XML. Donc voici les deux étapes DevSecOps, pour DevSecOps, qui permettent d'intégrer de la sécurité en amont dans le pipeline de notre workflow. Ensuite, on build et on push l'image Docker. Donc le service est conteneurisé via Docker build. L'image est poussée dans un registry qui peut être un registry local ou distant. Et là, encore l'aspect sécurité, l'image Docker va être scannée. Et pour ça, on peut utiliser Trivy, qui va être utilisé pour scanner les vulnérabilités dans l'image Docker elle-même. Sachez quand même que si vous avez un abonnement payant sur Docker Hub, eh bien les images sont scannées sur le Docker Hub. Et puis, ensuite, le déploiement va se faire. L'application est déployée dans un cluster Kubernetes de staging avec kubectl apply. Donc elle va être déployée dans cet environnement de test. Dans GitLab, pour pouvoir intégrer la NVD appliquée, hop, on va sur notre projet, on va sur ici Setting. Dans Setting, on a CI/CD. Dans CI/CD, on a Variables, ici, les variables. Et ici, au niveau de CI/CD variable, donc moi, j'ai déjà rajouté ma variable, mais on peut en créer une, c'est-à-dire que l'idée, c'est tout simplement de cliquer sur Add variable. Voilà, donc la variable, les environnements, on ne touche pas, et là, il pose la question, can be seen in job log, est-ce qu'elle sera visible, est-ce qu'elle sera masquée, masked in job logs, but value can be revealed in CI/CD setting, masked and hidden, masked in job logs, and can never be revealed in the CI/CD setting after the variable is saved. On veut qu'elle soit cachée et qu'elle n'apparaisse pas dans les logs. Et donc, ici, on va mettre le nvd underscore api underscore key et on colle. Attention, il ne faut pas qu'il y ait d'espace et on clique sur Add Variable. Alors je ne le fais pas parce que moi je l'ai déjà fait. Et là, vous allez avoir votre variable. Donc, si je reviens sur ce schéma, voilà, et ça va être le même principe, bien évidemment. Une fois que cette variable a été rajoutée, donc là on va avoir cette analyse SCA qui fera référence à cette NVD pour aller voir toutes les failles de sécurité
existantes et pour s'assurer qu'elle ne les trouve pas. Donc cette analyse-là est un peu lente la première fois. À côté de ça, tous ces aspects-là de notre pipeline jusqu'au déploiement s'effectuent dans le runner qui est ici. Ça va être exécuté au niveau du runner. Maintenant, il faut savoir que derrière, même si vous ne les avez pas intégrés, il faut le savoir, hein, c'est-à-dire qu'on peut se poser la question, ou vous poser la question, comment vous pouvez réaliser des environnements de sécurité dynamique sur l'application en exécution. Dans ce cas-là, il faut que l'application soit en exécution dans l'environnement de test ici. Et donc, il faudrait ajouter, après le déploiement ici, il faudrait rajouter un produit comme OWASP Zap qui va permettre de tester de manière dynamique notre application dans cet environnement de test Kubernetes. Il va faire une analyse de sécurité dynamique de l'application en cours d'exécution. Une fois qu'on le sait, que l'on peut rajouter cet aspect-là, il peut y avoir une question des membres de jury qui peut vous être posée. Eh bien, il suffit de répondre comme je viens de le faire. Hein. Pour faire des tests dynamiques, il faut que l'application soit en exécution dans l'environnement de test. Et on peut utiliser un outil comme OWASP Zap qui va faire une analyse de sécurité dynamique de l'application en cours d'exécution. Cette étape, je la rajoute après l'étape de déploiement. Ce sera une 8e étape que l'on pourrait faire, hein, mais déjà, le savoir, c'est important. Et qu'est-ce que fait OWASP Zap? Il simule des attaques via HTTP et HTTPS pour détecter les failles XSS, les injections, etc. Ensuite, on peut se poser la question, comment on teste la performance d'une application? Même chose, il faut que cette application soit en exécution dans l'environnement de test, et on peut rajouter, après l'étape OWASP Zap, une 9e étape qui va faire appel à l'outil Apache JMeter, qui lui va effectuer des tests de charge performance. Combien d'utilisateurs simultanés l'application peut-elle gérer? Donc il va simuler sur l'application en exécution des connexions de milliers d'utilisateurs pour voir si l'application résiste bien à la charge. Et tout ça, ça peut être intégré après cette étape de déploiement dans cet environnement de test. Selenium, alors, Selenium, lui, c'est un outil qui va permettre de faire des tests d'interface, c'est-à-dire que l'idée, c'est que notre application, elle possède une interface web dans laquelle, ce n'est pas le cas pour les microservices, mais ça aurait pu être rajouté, hein, dans lequel il sera question de saisir un nom, un prénom, une date de naissance, etc., etc. Et pour savoir si ces interfaces-là fonctionnent bien, on pourrait rajouter encore dans notre pipeline, après le Apache JMeter, un test d'interface avec un outil comme Selenium, donc, qui effectue des tests d'interface utilisateur pour simuler les actions d'un utilisateur dans le navigateur, cliquage, remplissage de formulaires, etc. Voilà une explication détaillée du fonctionnement de nos pipelines. Alors tout cela figure sur, maintenant que j'ai bien expliqué les choses ici, je pense que vous avez bien compris, tout ça figure dans le document, les documents qui sont, alors ici par exemple pour la partie GitLab CICD, nous avons le fichier DevSecOps, bon, pour tous les gens qui ont fait du GitLab, absolument tous, hein, dans lequel vous avez les éléments qui sont expliqués ici. Pour renforcer la sécurité dans mon pipeline CICD, j'ai ajouté une ou plusieurs étapes de sécurité entre les phases de test et build, ou après le Docker build. Voici les principales catégories d'analyse de sécurité que l'on peut intégrer. Donc l'analyse de dépendance SCA, Software Composition Analysis, pour détecter les vulnérabilités dans les dépendances Maven.
l'analyse de sécurité statique du code SAST pour analyser le code de source Java à la recherche de failles de sécurité. L'analyse des images Docker, le conteneur scanning, pour identifier les vulnérabilités dans l'image construite. Les tests dynamiques DAST en staging pour tester le comportement de l'application en environnement déployé. Et donc dans le pipeline, on intègre le pipeline que vous aviez fait. Vous avez les stages qui vont être intégrés à ces niveaux-là. Et ici, dans le pipeline, nouveau pipeline, j'ai mis en rouge justement ces stages qui ont été intégrés. Donc ils sont faciles à repérer. Et donc premier stage, autre stage pour l'analyse statique ici, et le stage pour le scan de l'image Docker. Et plus bas, et donc ça normalement c'est ce que vous pouvez faire fonctionner, les outils ajoutés au pipeline pour la sécurité sont, donc je les détaille ici, WASP Dependence Check, Spot Bug plus Fan Security Bug, et Trivi. Remarque qu'on peut intégrer des tests de sécurité dynamiques dans des environnements de staging. Ce sont des tests qui se font après le déploiement de l'application. Donc l'étape DAST, test dynamique de sécurité avec OWASP ZAP, doit être placée après le déploiement de l'application environnement de staging, car ZAP a besoin d'accéder à une application en cours d'exécution via HTTP ou HTTPS. Voilà où on place ce nouveau stage. Et ici que je définis ici une nouvelle étape sécurité DAST à la fin de votre fichier. Là, voilà. Ensuite, bien sûr, il faut remplacer http://url par l'URL de votre application. Ici, c'est ce que j'ai bien mentionné, pour que les tests de performance soient faits. Résumé, l'étape ZAP doit suivre deploy car elle dépend de l'application en ligne. Elle peut être nommée sécurité DAST pour la clarté. Elle génère des rapports HTML JSON exploitables par l'équipe. On peut ajouter des tests de performance. Les tests de performance, par exemple avec Apache JMeter, s'exécutent également après le déploiement de l'application, comme dans les tests DAST. Eh bien, on peut, en placement dans le pipeline, on indique où ça va se faire, et à partir de là, voilà ce qu'il faudrait rajouter. Structure attendue, le fichier JMX, scénario JMeter, se trouve dans test performance test.jmx, et on a le rapport HTML qui sera généré dans Result Report. Et bien évidemment, pour faire tout ça, il faut ajouter des dépendances dans pom.xml. Donc là, dans pom.xml, il faut impérativement, pour déjà les tests de sécurité statique dans le pipeline, ajouter une dépendance pour Spot Bugs. Voilà, alors les gens qui ont fait du SonarCube, ça c'est pas nécessaire qu'ils le fassent, parce que SonarCube permet de faire des tests de sécurité statique. Voici pour l'autre dépendance, pour Security Bugs. Alors pour les explications, c'est exactement les mêmes explications pour GitHub. La différence, bien évidemment, c'est que GitHub, on descend ici, DevSecOps, voilà, pour GitHub, bien évidemment, ça, la différence va être dans le code, c'est-à-dire qu'au niveau du code, j'ai mis en rouge toutes les parties du code qui font référence à cette sécurité, et je donne les mêmes explications plus bas pour les tests de sécurité dynamique, les tests de performance et la définition des dépendances. Voilà, donc là vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir compléter votre mémoire avec cette partie DevSecOps qui est extrêmement importante. Je le répète, pour les gens qui ont fait du SonarCube, eh bien, les tests de sécurité statique, c'est pas nécessaire. Ce qui sera nécessaire, c'est le test de sécurité de l'image Docker avec Trivi.